Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions notre conseil d'arrondissement en constatant que l'immense majorité, même la totalité des conseillers sont présents et je les en remercie. Nous avons, comme d'habitude, demandé à Madame de Varas si elle accepte d'assumer le secrétariat de séance. Elle sera assistée comme il est de tradition par le directeur général des services, M. Christophe Rioual. Alors, je vous rappelle que nous faisons voter la procédure d'urgence. Ce n'est pas la motion de censure, c'est la procédure d'urgence, puisque nous avons reçu un certain nombre de dossiers qui ont dépassé les délais. Donc, je vous propose par un murmure d'approbation d'accepter la procédure d'urgence, ce qui nous permettra d'avoir un ordre du jour complet de 16 points, dont les affaires diverses, pas de vote global. Et je vous propose également d'adopter les extraits des délibérations de notre dernière séance qui s'est déroulée le mardi 5 novembre 2024. Et nous aurons ensuite à examiner la question orale, enfin la réponse à la question orale qui a été présentée par notre collègue Antoinette Kiss, et ce qui me permettra de faire un petit d'avancer d'ailleurs sur le recyclage des biodéchets qui avait pris effectivement pas mal de retard dans le 6e arrondissement. Donc je vous propose de démarrer nos travaux et je vais confier la parole à plusieurs reprises sur Madame Bocan qui va rapporter sur 3 délibérations qui ont trait à la caisse des écoles du 6e arrondissement. Monsieur le maire, chers collègues, donc la délibération d'ASCO 103 porte sur les modalités de conventionnement et de financement par la ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2025-2027. Plus de 22 millions de repas sont servis par an dans les 17 caisses des écoles de la ville, dans les cantines scolaires des écoles, des collèges publics, ainsi pour l'accueil des enfants des centres de loisirs pendant les vacances scolaires également. La dernière délibération adoptée arrive à échéance le 31 décembre 2024 et on nous demande d'adopter ici un nouveau cadre de fonctionnement. L'essentiel de 2017 est reconduit. Les axes stratégiques pour la nouvelle période sont surtout poursuivre le plan d'alimentation durable et développer les actions d'information, développer la dématérialisation des démarches avec un guichet unique pour le règlement, une plus grande connaissance du travail des personnels, etc., etc. Chaque caisse des écoles aura des dispositions déclinées sous forme de convention avec la ville de Paris et je vous remercie donc de voter favorablement cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je ne vois pas de doigt se lever, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Alors la délibération suivante, c'est une convention qui concerne les objectifs et le financement de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire, donc de la Caisse des écoles du 6e arrondissement. On nous rappelle les missions de la restauration ainsi que les orientations stratégiques comme l'hygiène, la sécurité, la qualité alimentaire, l'alimentation durable, le gaspillage, la suppression du plastique, la gestion des biodéchets, les conditions d'emploi pour le personnel, etc. Pour le 6e, la Convention décline qualitativement et quantitativement les objectifs ainsi que le calendrier qui engage la ville à apporter son expertise. Je vous remercie d'autoriser la signature de cette convention. Il faut d'autant plus l'accepter que si on veut avoir l'argent qui va faire l'objet de la 3e délibération, il faut signer la convention, ce qui semble parfaitement logique d'ailleurs. Donc je vous propose d'adopter, on est d'accord, on adopte la convention. Oui. Je vous remercie. Bon, alors, vous avez un petit peu dit ce que je devais dire. Après avoir défini les modalités de détermination de subventions et de la précédente délibération, on nous demande ici d'approuver la subvention annuelle de 1 050 000 € qui sera versée à la Caisse des écoles du 6e arrondissement. Je vous remercie évidemment de voter favorablement cette subvention.
Pas de demande de prise de parole, donc il ne prend pas part au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances. Madame Bocquan, je vous redonne la parole. Donc, le dispositif Paris Jeunes Vacances soutient les jeunes de 16 à 30 ans pour partir en vacances seuls ou avec des amis en offrant des chèques vacances de 200 €. Depuis l'année dernière, le dispositif a évolué et 2 volets sont maintenant proposés. Les vacances en autonomie qui existaient déjà où le jeune part sans ses parents, seul ou avec des amis. Il cible les 16-30 ans. Et la mairie du 6e fait 1 à 2 commissions par an pour les 22 dossiers que l'on peut voter. Et le deuxième volet sont les vacances encadrées et collectives. 6 séjours ont été organisés en 2024 pour 93 jeunes qui ne partent jamais en vacances. Ce dispositif est géré par la ville de Paris, donc on ne sait pas si ça concerne nos enfants, les enfants du 6e ou pas. Je vous remercie néanmoins de voter favorablement la mise en œuvre de ces 2 dispositifs. Le premier pour 4 400 € et le deuxième pour l'organisation par la ville de vacances encadrées. JS 132, on est bien d'accord? C'était la DJS 132. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre, mes chers collègues, juste un petit point d'actualité, que ce dispositif, on avait de plus en plus de mal à le mettre en œuvre. Donc, il faudra sans doute réfléchir, est-ce qu'il doit être pérennisé? On avait déjà ressenti des difficultés déjà de plusieurs années, ou est-ce qu'il faut, à partir du moment où le dispositif n'est plus à même de fonctionner, voir si l'argent peut pas être s'adresser à d'autres publics, par exemple les publics, les personnes handicapées, les personnes, c'est tout à fait possible. Surtout qu'on voit apparaître des demandes qui apparaissent via des associations, effectivement, qui proposent des choses aux handicapés, voilà. Donc, ou alors qu'on ouvre le dispositif. Mais là, on a beaucoup de mal, hein, beaucoup de mal, et je crois que chaque année, on a du mal à utiliser les différents chéquiers. Oui. Ok, donc on vote sur le principe, hein, de toute façon, on ne va pas refuser ça, mais je voulais vous le signaler. Donc, pour, on est d'accord? Voilà, alors maintenant, quartier libre. Voilà, alors le dispositif quartier libre, la ville de Paris souhaite renforcer l'engagement citoyen pour les jeunes de 16 à 30 ans. Ce dispositif a été mis en place après les attentats de 2015 et jusqu'en 2023, il était géré par la ville. Les projets doivent tourner autour du savoir-faire, de l'aide aux autres, de la valorisation du territoire et du partage entre générations. Depuis 2024, les commissions ont lieu dans les arrondissements. Cette aide de 500 € permet de monter son association et de réaliser un projet. Mais on se rend compte que l'année dernière, donc en 2024, seulement 29 dossiers ont été déposés. Et c'est celui-là qui pose problème, puisqu'en plus, il y en a eu 0 pour le 6e arrondissement. Donc la ville a vu que ce dispositif ne rencontrait pas un succès énorme, donc elle le fait évoluer pour 2025. Et la création d'une association n'est cette fois plus obligatoire, et c'est un soutien informel qui peut être donné, comme la participation aux frais d'organisation d'une action ou d'un événement ponctuel. 7 aides sont proposées pour le 6e arrondissement. Nous allons essayer, et donc je vous demande de voter favorablement, même si cette commission serait peut-être utile, enfin cette somme, comme je venais de le dire, le maire serait peut-être utile pour d'autres actions à faire dans l'arrondissement. Mais bon, c'est cette délibération qu'on nous demande de voter. Merci Madame la maire. Je vois Monsieur Comet qui souhaite prendre la parole. Je lui donne bien volontiers. Oui, merci Monsieur le maire. Moi, j'avais une question qui concerne cette délibération et la précédente, puisque vous dites que on a du mal à avoir des dossiers et que pour quartier libre, on n'en avait aucun l'année dernière. Est-ce qu'il y a un moyen de faire mieux connaître ces dispositifs? Parce que on en parle, mais finalement, effectivement, on a peu de dossiers.
Je passe sur le fait de savoir s'ils sont bien remplis ou non, mais enfin, globalement, on en a quand même peu. On a essayé de le faire connaître, mais visiblement, c'est pas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, je voulais savoir si on ne pourrait pas trouver ou penser à des moyens un peu plus divers pour arriver à faire connaître ces... Non, mais je propose que Ariel Bocan voit François Cobet pour Paris Jeunes Vacances, et sur Quartier Libre, je vais essayer de réfléchir sur la base de ce qu'a dit. Et on en reparlera. Je vous propose d'en parler. Et sur Paris Jeunes Vacances, vous voyez, voilà. C'est parfait. Donc je vous propose de voter. Donc on vote, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, c'est adopté. Deux mots maintenant, là, vous avez plusieurs dossiers qui dépendent de la direction du logement et de l'habitat, donc on va avoir différents rapporteurs. Moi je vous propose de rapporter sur le DLH 126, qui est un dossier très technique qui consiste à prolonger par voie d'avenant la location de différents immeubles sociaux situés principalement dans les 5e, 6e arrondissements ainsi qu'à Paris-Centre, c'est-à-dire dans les 1, 2, 3 et 4e arrondissements, qui sont des immeubles qui avaient été consentis par la ville de Paris à l'office d'HLM, devenu depuis Paris Habitat, puisque ces baux amphithéotiques ont été consentis par la ville de Paris entre 1980 et 1982. Vous voyez, donc, peu de temps après la création de la ville de Paris en tant que telle, et la création de différentes directions. Enfin, plutôt d'une nouvelle gestion avec l'élection d'un maire à Paris, puisque la ville de Paris existait, c'est vrai, avant 1977. Mais donc, ces baux amphithéotiques avaient une durée de 45 ans. Donc, vous voyez, 80, si vous ajoutez 45 ans à 1980, on arrive effectivement en 2025. Et donc là, ce qu'on nous propose, c'est effectivement pour en quelque sorte faire coïncider ces différentes durées. On l'a vu d'ailleurs, ça nous rappellera, ça n'a rien de comparable, hein, mais en matière de voirie, vous l'avez vu sur les différents parcs municipaux, pour faire coïncider souvent la fin d'une concession, quand vous avez dans un parc municipal un garage, par exemple un garage, et un garage avec des amodiations, donc des concessions de longue durée, et puis un parc de stationnement plus classique avec des abonnements mensuels et du tarif horaire, souvent maintenant la ville fait coïncider les deux entités pour effectivement pouvoir éventuellement remettre sur le marché, renouveler la concession. Donc c'est un peu ce qui nous est proposé, d'autant plus que pendant ce temps-là, la ville demande à Paris Habitat d'établir des diagnostics sur les immeubles sur 14 des 18 immeubles concernés. Les résultats des diagnostics sont attendus pour la fin de l'année 2024, c'est bientôt, et sont nécessaires à la finalisation de la programmation des travaux dans les baux à venir, partie intégrante de l'équilibre financier des futurs baux, évidemment, puisque ça va être sans doute des baux assez longs. Effectivement, il faut savoir diagnostiquer en tout cas ce qui doit être fait en matière de clos, de couverts, ou sans doute d'amélioration énergétique. Donc je vous propose d'adopter cette prorogation qui serait assurée jusqu'au 31 décembre 2025. Donc nous entendrons reparler de ces baux amphithéotiques au cours de l'année 2025 avant qu'ils viennent à échéance, et sans doute on nous proposera des durées plus longues. Donc je vous propose d'adopter, sauf s'il y a des spécialistes des baux amphithéotiques de 45 ans qui veulent me contredire. Donc je vous propose d'adopter. Alors nous venons maintenant sur un dossier, le DLH 46, ça concerne le 155 boulevard Saint-Germain. C'est un immeuble très sympathique. Non, pardon, il est situé à côté de l'IP, qui est un restaurant très sympathique. Je donne la parole à Monsieur Flaubert. Bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc je reprenais en fait le dossier dont on a parlé dans un précédent conseil d'arrondissement. Donc il s'agissait d'une préemption qui a été effectuée
Je reprenais les chiffres qui donnent un peu le tournis, je dois avouer. Donc le prix d'achat a été de 16 986 000 euros avec une commission en plus à la charge de la ville de 713 000 euros. Donc un achat un peu moins de 18 millions d'euros. Et donc maintenant on nous demande une subvention, donc toujours pour ce même dossier, d'1 108 792 euros. Donc j'ai fait un petit calcul rapide. À la portée de tous, donc compte tenu du nombre de logements, c'est-à-dire 15 logements PLAI et 10 logements plus, c'est-à-dire 25 logements, on arrive à un coût au logement hors tout le reste, puisque ça ne s'arrêtera pas là, de 752 360 euros. Donc j'avais parlé à l'époque d'1 million d'euros par logement. Je pense qu'on va y arriver, on est en bonne route pour arriver à 1 million d'euros par logement. Donc, en fait, je l'ai déjà dit, et je pense que c'est la position de la majorité municipale, en tous les cas dans le 6e, c'est que nous ne sommes pas du tout opposés aux logements sociaux. Nous avons besoin de logements sociaux, au contraire, pour les puéricultrices, pour les policiers, pour le personnel municipal, pour des aides à domicile, pour tout un tas de gens dont on a besoin et dont on bénéficie toute l'année. Mais simplement, l'état des finances publiques et l'état des finances de la ville, qui sont tout à fait exsangues, avec une dette qui est absolument colossale, des hausses d'impôts qui ont été particulièrement fortes pour les habitants, notamment sur la taxe foncière. Je pense tout simplement qu'il n'est pas raisonnable de dépenser autant d'argent pour construire des logements sociaux avec un coût déjà là de 752 360 euros par logement. C'est pas raisonnable à mon avis. Il y a d'autres solutions. Ça, évidemment, c'est un peu plus compliqué que de préempter au prix, puisque là on a une préemption au prix. Il y a d'autres solutions: trouver des fonciers, trouver des terrains qui appartiennent à la ville et construire des logements sociaux. Mais moi, je pense sincèrement, et je le dis très tranquillement et sans agressivité aucune, c'est qu'on n'a plus les moyens de se permettre de construire des logements sociaux à entre plus de 750 000 euros, d'acheter, de fabriquer, de proposer des logements sociaux à ce prix-là. Donc moi, je trouve que c'est tout simplement pas raisonnable. Je trouve que cet argent aurait pu être mis dans d'autres logements sociaux. On en construirait plus. Et d'ailleurs, moi, je n'y serais pas du tout opposé, plus de logements sociaux, mais à des coûts qui sont inférieurs. Donc, à titre personnel, je voterai contre cette délibération de subvention supplémentaire et je vous remercie. Y a-t-il des demandes d'intervention, Madame Hervieux? Et oui, je prends forcément la parole, mais comme je l'avais fait la dernière fois sur cette même adresse et sur ces mêmes logements, pour redire rapidement ce que j'avais dit la dernière fois et que je maintiens, c'est que si les arrondissements du centre de Paris ne font pas l'effort conséquent et nécessaire pour rééquilibrer la place du logement social à Paris, on ne peut pas y arriver. Et tout ce que vous dites, mon cher collègue, est parfaitement vrai. On a besoin de logements sociaux, notamment pour les agents qui travaillent au sein de la ville de Paris, mais pas que. Aussi, je rappelle qu'il y a quand même encore aujourd'hui des familles à Paris, une des villes les plus riches du monde, des enfants qui dorment à la rue. Donc, je ne pense pas être la seule à être alertée sur cette situation. Donc, en tant que responsable politique, si la ville le fait et s'engage dans ces montants, c'est que c'est possible. C'est qu'à partir du moment où ça constitue une priorité politique et qui est majeure, parce que la question du logement à Paris, elle est centrale, eh bien, c'est un effort qui doit être permis, oui, justement, et je rappelle que la situation du déficit budgétaire dans laquelle nous sommes est en grande partie due notamment au fait que l'État a abandonné les collectivités locales, et quand l'état des discussions budgétaires auxquelles je participe, je constate qu'il souhaite poursuivre dans ce sens, et effectivement, les budgets des collectivités sont très très en difficulté, et ça risque pas de s'améliorer tant que ce gouvernement continuera à fonctionner tel qu'il le fait aujourd'hui. Donc nous combattons à la fois ce budget et les économies qui sont demandées aux collectivités, et nous poursuivons nos investissements parce que la question du logement à Paris, c'est majeur, et oui, il peut y avoir du logement social au 155 boulevard Saint-Germain. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Madame Iris Berthomier.
Moi, j'avoue être assez, merci Monsieur le maire, pardon, j'avoue être assez mal à l'aise avec cette délibération parce que nous sommes évidemment favorables au logement social. Moi, je considère que les logements qui sont déjà habités, en fait, pour une grande partie d'entre eux, ça ne crée pas, en fait, du logement à Paris. C'est des habitations dans lesquelles il y a déjà des personnes qui vivent et qui vont devoir partir, qui vont devoir quitter ces logements-là. Bon, moi, j'apprécie pas tellement ces méthodes. Par ailleurs, le classement de ces logements, notamment dans des critères extrêmement sociaux, puisque c'est des critères les plus sociaux qui ont été retenus, je trouve ça un peu dommage, en fait, de mettre des gens en difficulté, peut-être dans un quartier où le coût de la vie ne permet pas à des personnes qui sont dans... Mais très sérieusement, ça risque de les mettre en difficulté. Donc, bon, je m'interroge sur cette délibération. Personnellement, je ne la voterai pas. Oui, alors effectivement, chacun s'est exprimé, on va voter. Moi je m'abstiendrai parce que Iris Bertomi a mis le doigt, sur un point, je dirais, particulier. C'est vrai que si l'immeuble, la situation a été différente si le 155 boulevard Saint-Germain avait été un immeuble vide, ce qui peut arriver. Il y a quelquefois des immeubles vides qui, effectivement, se trouvent vides pour différentes raisons. Bref. Et là, à ce moment-là, effectivement, la ville achète, elle met fin à une situation juridique compliquée. Là, le problème, c'est qu'on a, je crois, de mémoire, 14 logements, et il y en a... Oui, sur les 19. Oui, sur les 19. Voilà. Donc, si vous voulez, je viens de mettre un message à madame la directrice de Paris Habitat, et bon, elle va me répondre, mais si vous voulez, quel va être le sort des actuels locataires ? Donc, est-ce qu'on va leur demander de partir? Est-ce qu'ils vont voir leur logement conventionné? Alors, s'ils voient leur logement conventionné, pourquoi pas? Ça sera sans doute un truc agréable pour eux. Mais voilà, si on met, si vous voulez, si ce sont des gens qui ont à partir, parce que quand on lit la délibération, et je l'ai lu, on s'aperçoit que l'immeuble va être rénové, mais il ne peut être rénové lourdement que vide. Forcément, si vous voulez, les protocoles, on les connaît. On peut pas, il y a des rénovations qui peuvent pas être faites en milieu occupé. Donc, est-ce qu'on va demander à ces personnes de partir ou pour les mettre où, si vous voyez, donc là, il y a un petit problème, il y a une petite difficulté, Donc, la construction de logements sociaux, oui. L'acquisition d'immeubles vides, pourquoi pas, effectivement. L'acquisition d'immeubles occupés, et d'ailleurs beaucoup occupés, c'est quand même un problème. Donc, moi, je vous propose de suivre cette affaire avec beaucoup d'attention. Ça va sans doute pas se faire très rapidement, parce que je suppose que les gens ont des baux, donc il faut que les baux arrivent à leur terme. Il y a sans doute des durées de baux différentes. C'est une opération qui va pas se faire tout de suite, mais donc qui sera intéressante à suivre pour voir un peu les conséquences sociales, effectivement, de cette situation. Moi, je pense que c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne après. Voilà, on va voir. Et on risque, et d'ailleurs c'est d'autant plus intéressant à suivre que comme on a des permanences les uns et les autres, on risque d'être soumis effectivement à des demandes de la part des locataires quand ils apprendront que leur immeuble a été acheté par la ville. Soi-disant pour bien faire, on risque peut-être d'enlever des gens qui sont habitués à cet arrondissement et bien sûr. Des personnes qui sont plus âgées, bien sûr. Pour les faire habiter bien par sûr. des gens qui n'ont pas envie d'aller dans bien ce sûr. quartier. Voilà, donc Monsieur Comet. Oui, sur les immeubles qui sont en partie occupés, on a un très bel exemple dans le 6e que nous avons visité ensemble d'ailleurs, qui est l'immeuble qui a été racheté rue Notre-Dame-des-Champs, où il a été complètement rénové, il y avait des gens qui habitaient dedans, qui ont été effectivement déménagés d'un appartement sur l'appartement à côté, mais qui ont évidemment pas été mis dehors. Le diable est dans les détails, et non seulement dans les détails, mais également dans chaque situation d'immeuble. Si on nous le confirme, etc., je dirais que ça sera banco, ça sera peut-être même génial pour les locataires, peut-être qu'ils auront même une situation plus agréable. Je leur souhaite d'une certaine façon. Si c'est pas le cas, ça poserait effectivement un problème. Monsieur Flaubert. Juste pour répondre à Monsieur Comet, j'entends ce que vous dites. Si effectivement les locataires peuvent être déménagés d'un appartement à un autre en fonction de l'avancement du travaux, très bien, et dont acte, ça serait positif. Mais quand même, tout de même, quand on lit le projet de délibération, on parle de travaux qui seront menés en milieu vide.
milieu vide, je pense pas que ça soit des locataires qui changent d'appartement, premièrement. Et deuxièmement, on parle surtout d'une reprise structurelle du gros œuvre. Reprise structurelle du gros œuvre. Ça me paraît difficile de reprendre structurellement le gros œuvre. Vérification, reprise des toitures, des Velux, de la courette, des travaux d'isolation thermique. Je vois pas bien, à mon avis, on demandera, monsieur le maire va demander, et on suivra ça avec beaucoup d'attention, parce qu'on a 14 locataires dedans. À mon avis, je suis dubitatif sur le fait que ces gens puissent rester dans l'immeuble. Voilà. Bien, écoutez, on a posé le problème, personne ne connaît les détails de cette affaire, on va regarder avec attention. Madame Hervieux. Oui, moi je me permets de reprendre la parole juste parce que par rapport à ce qu'a dit notre collègue Madame Berthemier, je peux pas laisser passer ça, parce que vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous êtes en faveur du logement social et nous expliquer qu'en fait il y a deux types de logements sociaux, il y a les bons et les mauvais. Donc non, ça c'est pas entendable. Le PLAI, effectivement, c'est le niveau minimum du logement social. C'est précisément pour les familles qui sont les plus en difficulté dont je vous parlais. Donc c'est quand même, pardon, hein, mais ce n'est pas acceptable d'entendre cela, de nous expliquer que les gens vont être perdus dans le 6e arrondissement parce que ce sont les gens qui ont des conditions de vie précaires. Enfin, pardon, mais tout le monde a le droit de vivre dans des conditions dignes et dans des logements, y compris dans le 6e arrondissement. J'ai l'impression d'entendre une maire de l'Ouest parisien que j'avais entendu dire à propos des gens qui arrivaient dans son arrondissement qu'il fallait former les gens qui étaient dans les logements sociaux pour, entre guillemets, leur apprendre à vivre dans les beaux quartiers. Enfin, je dis pas que c'est ce que vous dites, hein, mais c'est lunaire d'entendre des choses comme ça. Il n'y a pas le bon et le mauvais logement social, il n'y a pas le bon locataire ou le mauvais locataire, il y a des gens qui cherchent à vivre dignement, à être hébergés dans des conditions accessibles, parce qu'effectivement, ils ont des petits salaires, et on a des écoles publiques dans notre arrondissement qui risquent de fermer des classes. On a besoin aussi de familles, on a besoin de pluralité. Je sais que l'entre-soi, c'est très confortable, tout le monde en bénéficie ici, mais au bout d'un moment, il faut dire stop, il faut de la volonté politique, et il faut accepter tous les profils, tous les parcours, tout le monde a le droit à sa chance, et y compris en PLAI, pour des familles les plus en difficulté dans le 6e arrondissement. Non, je vais repasser la parole à M. Berthemier. On est tout à fait d'accord. Bon, là, après, si vous voulez, la difficulté, c'est que là, c'est un immeuble, encore une fois, qui est en partie occupé. En partie occupé. Donc, on va regarder comment ça se passe. Et on va... Non, mais je sais que vous répondiez à votre collègue, qui va vous répondre maintenant. Parce que vous êtes peut-être... voilà. Mais on est tout à fait d'accord sur ce... Mais là, il y a quand même une difficulté. Il y a quand même une difficulté. Donc, on va voir comment ça... Et puis, quant aux fermetures de classe, non, il n'y a pas de fermeture. Il y a beaucoup moins de fermetures de classe dans le 6e arrondissement que dans l'Est parisien. Mais non, mais attendez, il y a beaucoup moins de fermetures de classes. Ça continue parce que malheureusement la population de Paris diminue. Hein, elle perd. Elle avait augmenté du temps de Bertrand Delanoë et là elle diminue massivement depuis quelques années. On perd 2000 enfants chaque année. On en a perdu 20 000 en quelques années. C'est en 5 ou 6 ans. Effectivement. J'espère qu'on n'aura pas trop de fermetures de classes. Il semblerait qu'on en a eu 150 chaque année, enfin depuis 2 ans à Paris, 150 chaque année, c'est considérable. Là, j'ai vu récemment le recteur, je l'ai vu en réunion et je l'ai revu personnellement, en tête-à-tête. Je pense qu'il y aura moins de suppression de classes. J'espère que s'il peut ne pas y avoir dans le 6e, c'est clair. Après, il faut aussi que l'enseignement public se pose des questions. Hein. Il faut aussi que l'enseignement public, qu'on essaie, nous, de soutenir un maximum dans le 6e, puisqu'on fait venir des langues vivantes, mais après, il y a des choses qui se passent qui font que vous avez quelquefois des parents qui votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qui s'en vont, hein, donc qui s'en vont ou à l'extérieur de Paris ou qui s'en vont dans l'enseignement privé sous contrat. Je redonne la parole à Madame Berthemier. Merci, Monsieur le maire. J'ai l'impression que je vous dis quelque chose qui n'est pas logique quand je vous dis qu'il y a un certain coût de la vie dans le 6e arrondissement et que vous découvrez qu'effectivement il y a un coût de la vie ici et qui ne concerne pas uniquement le montant des loyers. Et oui, le plafond des PLAI est tel que c'est difficile pour quelqu'un qui a des très petits revenus de s'adapter au coût de la vie du quartier, oui, malheureusement. Moi, je ne voulais pas vous contredire quand vous avez dit que vous alliez loger les personnes à la rue, mais pardon, c'est complètement faux. La délibération, elle n'a pas cet objectif-là. Il y a des personnes qui sont déjà logées dans ces appartements et donc vous n'allez
pas changer le nombre de personnes hébergées ou logées à Paris. Enfin, moi, je découvre qu'on va loger d'autres personnes, mais elles vont devenir quoi, en fait, les personnes déjà logées là-bas? Donc, je ne pense pas que cette délibération va permettre d'augmenter le nombre de familles dans l'arrondissement, sinon j'y serais évidemment favorable. Mais il y a déjà des familles dans ces logements, et donc, au vu aussi du coût de cette délibération, il y a le poids que représente pour les finances de la ville cette opération, je n'y suis pas favorable. Nous allons la suivre avec attention. Chacun s'est exprimé, donc je vous propose de voter. Alors là, je le dis pour le secrétaire donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Donc, 3 abstentions. Qui vote? 4 abstentions. Monsieur Maria, également. Qui vote contre? Voilà, donc 4, 5, 6 votent contre. Qui vote pour? Vous avez tout le monde? Voilà, je vous remercie. Donc la délibération est rejetée au niveau du conseil d'arrondissement. Elle sera sans doute approuvée au conseil de Paris. Donc, poursuivons avec une délibération qui va être plus consensuelle grâce à Monsieur Ribes, qui est un homme sage. Merci, monsieur. Non, mais je ne veux pas dire que monsieur Flaubert n'est pas un homme sage. Mais la sagesse de la délibération va en quelque sorte tous nous saisir. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, ça n'est pas ma sagesse qui emportera mon adhésion à cette délibération, c'est plutôt la sagesse du projet auquel, monsieur le maire, qui doit beaucoup à votre ténacité. Alors il s'agit, vous le savez, de l'ensemble Tarnier, et dans cet ensemble Tarnier, je pense, qui fait consensus, qui va être voué à la santé des femmes, il y a une possibilité pour créer quelques logements sociaux. Alors ces logements sociaux ne font pas de difficulté, et cela prouve aussi que nous sommes favorables aux logements sociaux, parce que ce sont des logements sociaux qui sont destinés aux étudiants et également aux chercheurs. Alors, il s'agit de 28 logements, 22 logements plus, donc financés par le prêt locatif à usage social, des petits logements pour étudiants de 18 mètres carrés, et puis 6 logements PLS de 36 mètres carrés. Alors, toutes les conditions sont réunies pour qu'on soit favorable. D'abord, le bâtiment, de toute évidence, est vide. Là, il n'y a pas de locataire à expulser. Ensuite, l'investissement pour chaque logement est modeste, puisqu'il s'agit de 164 856 € par logement. C'est un peu plus raisonnable que ce que l'on a vu tout à l'heure. On nous demande donc d'abonder pour cette opération qui est, d'après ce que j'ai compris, portée par la régie immobilière de la ville de Paris, à concurrence de 34%. Donc il s'agit d'une subvention d'1 577 900 €, 34%, sur une facture totale de 4 615 000 €. Donc, il y a toute raison d'être très favorable à ce dossier. Alors, il faut dire aussi que le conventionnement des logements, en contrepartie du conventionnement, il y aura un droit de réservation qui sera établi au prorata du financement, ce qui veut dire en clair que la préfecture de Paris, donc, aura un droit de réservation de 9 logements, la ville de Paris de 14 logements, la région de 2 logements, et pour les autres de 3 logements. Donc je vous propose de voter favorablement, et en ajoutant, mais ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant, je forme des vœux pour que ces logements très utiles soient accordés de manière équitable. Chers collègues, alors je ne participerai pas au vote en étant administrateur de la RIVP,
comme d'ailleurs pour les deux délibérations suivantes, et je vous propose de voter favorablement. Monsieur Comet. Oui, une petite question. J'ai vu qu'il y avait 3 logements qui seront attribués par d'autres entités que la préfecture de Paris, la ville de Paris ou la région. Est-ce que ça veut dire que la mairie du 6e aura un, voire plusieurs logements à attribuer? C'est une bonne question. D'ailleurs, je suis un peu étonné, finalement. Je l'avais regardé rapidement. Pour moi, c'était une résidence... je suis un peu étonné. C'est bien une résidence étudiante, pourtant. Oui. Parce qu'en règle générale, si vous voulez, là, ça n'a pas été conventionné avec le Crous. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les résidences étudiantes sont conventionnées avec le Crous. Et c'est le Crous qui attribue, si vous voulez. Alors, il peut y avoir, là, peut-être que ça peut être revu, hein, de toute façon. Après, ont-ils voulu se donner des facultés supplémentaires, notamment pour accueillir des chercheurs? C'est possible. Alors non, les autres, en général, c'est souvent ce qu'on appelle, c'est l'ancien 1% patronal. C'est l'ancien 1% patronal. La quotité potentielle, la mairie de Paris... la mairie du 6e et la mairie de Paris se répartissent en général les logements qui apparaissent sous le vocable ville de Paris. Hein? Préfecture de Paris, c'est souvent des... Alors sur du logement classique, c'est souvent effectivement des DALO. Ville de Paris, ça peut être aussi du DALO, d'ailleurs, comme mairie du 6e, compte tenu de l'urgence des situations. Région, parce qu'il y a une participation de la région. La région, ça peut être effectivement ça peut être des employés dans les lycées, des atos des lycées, et puis autres, c'est un 1% patronal. On a vu d'ailleurs sur l'immeuble que vous avez cité tout à l'heure, de la rue Notre-Dame-des-Champs, on avait eu un peu cette répartition. Donc je vous propose de voter qui montre que l'affaire Tarny avance, et c'est une bonne chose. Une bonne chose. Puisqu'on a voté la dernière fois la participation de la ville de Paris. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, alors, NPPV, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à la majorité. Je vous remercie. À l'unanimité des votants, oui, puisque je ne participe pas au vote. Pardon. Alors, maintenant, 2 délibérations qui concernent l'immeuble du 39 boulevard du Montparnasse. Je vais donner la parole à notre collègue Séverine de Comprégnac. Merci, monsieur le maire. Alors, mes chers collègues, j'allais dire c'est moins pire que le boulevard Saint-Germain. C'est un peu différent. Là, il s'agit de regarder les conditions de location de cet immeuble, donc du 39 boulevard Montparnasse, à la RIVP. Alors je ne veux pas revenir sur les débats qu'on a pu avoir ces derniers conseils sur les ambitions du PLU, etc. Bon, la ville de Paris veut acquérir cet immeuble pour un montant total de 5 850 000 euros. Sachant que nous avons 575 mètres carrés, qui au total, au final, représenteront 8 logements, plus un local commercial. Qui seront ensuite loués, puisqu'on a les prix, je vous les donne, pour les PLAI. Donc il y a 5 PLAI à 6,71 € du mètre carré et 3 PLUS à 7,52. Bien. On est en R+6, on est boulevard du Montparnasse. On a des loyers capitalisés, le retour pour 3 millions d'euros. Voilà. Alors, je n'ai pas voulu prendre part au débat de la précédente délibération pour ne pas en rajouter, mais du coup, je vais en profiter pour m'exprimer. On a aujourd'hui, si on enlève les non-parisiens demandeurs de logements sociaux, parce qu'on va faire au plus court, on a 140 000 demandeurs parisiens de logements sociaux, avec un taux de rotation des logements sociaux qui plafonne à 5%. C'est-à-dire et les meilleures années. On est plutôt 3,5%. 5%, ça veut dire que quand on entre, on a vocation à y rester parce qu'on n'arrive pas à payer les loyers réels derrière. Bon. Alors après, 5,8 millions ici, on rajoute la subvention de 140 000 euros de la ville de Paris à la RIVP, 1 141 000 euros. On arrive à un total de 7 millions d'euros. On est à 850 000 euros de l'appartement
Tout ça, pour moi, est effrayant. C'est l'antipolitique qu'il faudrait faire. Si on a vraiment de l'ambition pour le logement social à Paris, et je peux vous l'affirmer que nous l'avons, on ne peut pas se permettre de mettre si cher par logement social. On n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à loger ces 140 000 demandeurs de logements sociaux. À raison de tels prix par bâtiment, de tels prix par appartement, comment voulez-vous qu'on y arrive? C'est un manque d'ambition totale, en fait. Vous voulez faire penser qu'on peut mettre des logements sociaux en plein cœur des meilleurs îlots de Paris. Là, tout à l'heure, on était à côté de l'Ypres et en face du Flore. Très bien, moi, je n'y vois pas d'objection. C'est très bien qu'il y ait des logements sociaux. Mais au prix du mètre carré, c'est invraisemblable. C'est un non-sens. En fait, on n'arrivera jamais à faire vraiment des logements sociaux dans la ville de Paris si on continue à les faire à de tels coûts. Alors, sachant qu'en plus, on a une ville de Paris qui est endettée à hauteur de pratiquement 10 milliards d'euros. Alors, vous pouvez mettre ça sur le dos de l'État, mais ce n'est pas l'État qui a endetté la ville de Paris à hauteur de 10 milliards d'euros, c'est la gestion. C'est la gestion de Madame Hidalgo depuis 10 ans. Et ça n'a rien à voir avec les dotations de fonctionnement et les DGF et autres subventions de l'État. On peut peut-être enlever 1 milliard là-dessus, 1,5 milliard peut-être. Mais toutes les communes sont soumises au même sujet et s'en sortent. Pourquoi la ville de Paris ne s'en sortirait pas? Avec de telles politiques, ça ne m'étonne pas qu'elles ne s'en sortent pas. Et du coup, ce sont les propriétaires parisiens qui voient leur taxe foncière augmenter de 64%. Voilà. Donc moi, à titre personnel, je voterai contre cette délibération parce que je peux pas accepter cette politique de logement social là. Je pense qu'il y en a une à faire, une vraie, qui soit vraiment expansive, qui permette vraiment de mettre un terme à ces listes d'attente infinies qui désespèrent toutes ces familles. Mais en tout cas, ça n'en fait pas partie. Merci, monsieur. Merci de votre excellent rapport. Alors, c'est vrai que c'est un magnifique immeuble. Hein. C'est un immeuble qui a été construit en 1908-13, à l'époque où la France était la plus riche. Et d'ailleurs, mes chers collègues, quand vous promenez à Paris, vous vous apercevez qu'effectivement, les immeubles construits entre 1900 et 1914 sont très beaux. C'est un immeuble qui appartient à une caisse d'artisans, la Carac. Il y a 8 logements, mais là encore, le problème, ils sont tous occupés. Vous voyez, j'ai l'affiche là, je l'ai reçue récemment, tous occupés. Il y a un restaurant au pied du meuble. En réalité, c'est pas un restaurant, c'est un bar qui est d'ailleurs assez bruyant. Et d'ailleurs, j'avais été consulté, enfin plutôt, j'avais été interpellé par un locataire il y a quelques années, qui d'ailleurs m'avait dit, qui était furieux parce que le bar faisait énormément de bruit, il avait été obligé de quitter son appartement. Donc là, c'est encore des logements qui sont tous occupés. Donc là, c'est la même question que je vais poser à Madame Laconde, quid des locataires actuels? Vous voyez, quid des locataires actuels? Avec une différence, c'est vrai que là, la rénovation, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, elle est moins forte, elle est moins importante. Donc, il est vraisemblable, d'après ce qu'on nous dit là, que la rénovation aurait lieu en site occupé. Après, est-ce que ça va être possible? Parce que alors, le locataire qui se plaignait du bruit du bar est parti. Donc, voilà. Donc là encore, c'est un peu un mystère. Quid des locataires occupés? Donc on va poser la question, et c'est donc un deuxième immeuble dont on va suivre l'évolution avec beaucoup d'attention au cours des prochaines années, puisque si jamais effectivement ils étaient amenés à partir, ils partiront peut-être de leur plein gré d'ailleurs s'il y a des travaux. Ça c'est possible. Et puis il y a les vicissitudes de la vie, il y a les gens qui s'en vont, qui peuvent changer de... Pourquoi pas? Mais ça va forcément s'étaler sur plusieurs années. Donc je ne prendrai pas part au vote de ce dossier, puisque là, c'est ma qualité d'administrateur de la AVP qui m'amène à me déporter. Mais on va bien sûr suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. Il n'y en a peut-être pas, donc je vous propose de voter. Je ne prends pas part au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour?
La délibération est rejetée. Je vous remercie. Alors, non. Elle a présenté. Alors, oui, elle a présenté les deux. Donc, effectivement, donc DLH 353 et même vote pour la DLH 373. OK. Nous passons à l'approbation du programme local de prévention des déchets ménagers. Je vais passer la parole à notre collègue Iris Berthomier. Bon, quand même, juste pour réagir aux propos de ma collègue, moi je suis désolée, hein, je suis pleine de bonne volonté, mais je ne comprends pas comment vous faites. Qu'est-ce que vous proposez en fait pour créer du logement social dans le 6e arrondissement? J'entends tout à fait que ce sont des prix qui sont élevés, qui sont importants. Évidemment, on sait que le marché dans le 6e est extrêmement contraint. Donc on ne peut pas pousser les murs. Donc on n'a pas de solution, il n'y en a pas d'autre solution que celle-ci. Et moi j'aimerais bien comprendre ce que vous proposez. Qu'est-ce que vous proposez? Puisque vous vous opposez à la hausse des impôts, notamment pour les plus privilégiés, vous vous opposez à la hausse de la taxe foncière, vous vous opposez à la taxation supplémentaire sur les résidences secondaires, vous vous opposez, il me semble, à la réquisition de logements. Donc je ne comprends pas. Quel est votre plan? Et moi, je le dis, heureusement qu'il y a des socialistes et la gauche, les écologistes, présents dans ce conseil d'arrondissement pour porter une voix différente, parce que quand je vois qu'on a la moitié du conseil d'arrondissement qui s'abstient ou qui s'oppose sur la création de logements sociaux, alors qu'on est un des pires arrondissements en la matière, vraiment, je ne comprends pas et je ne manquerai pas de le faire savoir, parce que ces décisions sont quand même assez graves. J'entends que les coûts sont élevés, mais aujourd'hui, vous ne proposez rien. Tout ce que vous faites, c'est critiquer la gestion de la ville de Paris, c'est votre droit, mais en attendant, il y a des vies, il y a des destins, il y a des familles derrière. Le seul point sur lequel je vous rejoins, c'est effectivement le taux de rotation qu'il faudrait en effet améliorer. Je précise juste que quand on a des niveaux de revenus qui augmentent, eh bien on a un ajustement aussi du niveau du loyer, et ça c'est important à noter. Oui, alors moi, je vais me permettre de vous répondre, ma chère collègue. Le problème, si vous voulez, c'est que le débat est biaisé. Le débat est biaisé et, si vous voulez, certains au sein de la majorité actuelle de l'Hôtel de Ville se sont mis en tête de créer et d'augmenter la part de logements sociaux dans tous les arrondissements. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de nous n'avons pas de terrain libre. Je l'ai dit d'ailleurs l'autre fois en riant un peu à certains des orateurs du Parti socialiste. On ne peut pas construire dans Luxembourg, c'est pas possible, et heureusement. On ne va pas monter une 3e tour de logements sociaux à Saint-Sulpice. La ville de Paris a déjà du mal à entretenir l'église Saint-Sulpice. Donc, vous en êtes donc réduit, effectivement, à faire ce que vous faites. Donc là-dessus, vous êtes cohérent. Vous êtes cohérent, mais le problème, c'est que vous ne créez pas de logements sociaux. On l'a vu à travers ces deux exemples. Vous créez artificiellement du logement social en achetant des immeubles occupés et ça fait du chiffre, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait pendant des années. Donc le problème, c'est que vous ne réglez pas le problème, vous donnez l'illusion de le régler, mais vous ne le réglez pas. Vous asséchez le parc locatif privé, ce qui contribue à faire monter les prix. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez énormément de Parisiens qui ne peuvent plus rester à Paris. Et oui, les chiffres sont là. 10% de population en baisse. Alors après, qu'on veuille davantage loger ceux et celles qui travaillent à Paris, moi je le dis depuis des années. Et je sens que la ville commence à bouger. Parce que le problème, c'est qu'on a logé beaucoup de gens, certes très sympathiques, mais qui ne travaillaient pas forcément pour les Parisiennes et Parisiens. Et le problème, si on a un taux d'absentéisme quelquefois, ou des agents, par exemple, de la propreté, fatigués par un métier exténuant, qui sont au bout de 30 ou 40 ans en difficulté, c'est parce qu'ils habitent à 30 km de Paris. Donc moi, je suis tout à fait pour qu'on loge davantage ces personnes-là. Mais ça veut dire faire un meilleur usage du parc locatif existant. Mais pardonnez-moi, dans le 6e arrondissement, vous aurez beaucoup de mal à créer du logement locatif. On l'a fait néanmoins, puisque je ne me suis pas opposé. Quand, sous Bertrand Delanoë, on a récupéré l'immeuble du 76 rue de Rennes, c'était des logements EDF, mais dans un immeuble qui historiquement était un immeuble de la ville de Paris qui avait été cédé à EDF. Là, effectivement, il y a eu une sorte de conventionnement. Les agents d'EDF ont vu, au bout d'un certain temps, sont partis. Ça reste un de nos immeubles relativement importants.
La rue du Pin aussi, qui était créée. Il y a beaucoup de logements. Le problème, c'est que je vois la physionomie, je vois les fiches passer sur la rue du Pin. Et malheureusement, si vous voulez, il y a eu pendant des années des relogements de personnes qui étaient sympathiques, mais qui n'étaient pas des employés de la ville de Paris. Alors maintenant, actuellement, les derniers relogements, qu'est-ce que c'est? C'est la ville qui reloge, et ça, on ne peut pas lui reprocher, qui reloge beaucoup d'habitants du 20e arrondissement, puisque l'opération Piton du Vernois, qui est une très grosse opération, et là, c'est très très bien que la ville fasse ça, elle est obligée de reloger justement les habitants de Piton du Vernois, elle les reloge dans tout Paris, pour dégager et permettre ces rénovations lourdes ou la reconstruction de très grands immeubles. Mais sans ça, le fait de dire dans le 6e arrondissement, vous avez peu de logements sociaux, c'est vrai, on en a 4,5%, on en avait moins à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on a progressé de 3 à 4,5%, mais on n'ira jamais très loin. Ou alors, vous ferez des opérations cosmétiques comme celles que vous faites, qui vont peut-être créer dans 10 ans quelques logements sociaux, mais c'est pas très sérieux. En revanche, regardez, on en fait, et on va en faire pas mal, à travers les constructions de résidences qui ont été faites sur les universités. La ville pouvait faire du logement social classique. Moi, je me serais pas opposé. Si à la place de faire des résidences étudiantes, elle avait fait du logement classique, je me serais pas du tout opposé. Et là, c'est de la construction ex nihilo, c'est-à-dire qu'on crée vraiment des logements sociaux. On crée des logements sociaux, on fait pas du cosmétique, on fait pas du je vais créer des logements sociaux en rachetant des immeubles occupés et en disant ça c'est du financement de logements sociaux, mais c'est pas de la construction brute et avec des effets collatéraux qui sont effectivement relativement importants. Voilà. Donc, et très coûteux. Et bon, alors, il y a eu aussi des opérations dans le 8e arrondissement, c'est vrai. Il y a eu une opération excessivement chère pour dire je fais du logement social dans le 8e arrondissement. Le maire du 8e est apparemment ravi, mais de toute façon, elle est ravie de tout ce qu'on lui propose. Bon, après, pourquoi pas. Monsieur Ribes. Monsieur le maire, puisque vous me créditez d'une certaine sagesse, je voudrais quand même faire remarquer que je trouve assez regrettable qu'il y ait des prises de parole après que nous ayons voté sur des points qui, effectivement, peuvent diviser. Mais une fois que le vote est acquis, je pense que c'est pas la peine de revenir sur des choses qui ont déjà été discutées, surtout quand il s'agit de personnes qui déjà se sont largement exprimées. On n'est pas à l'Assemblée nationale, et même à l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a des règles. Mes chers collègues, je vous propose de passer au point 14, DPE 41. Je donne la parole à Iris Berthomier. Monsieur le maire, merci, chers collègues. Donc, j'interviens sur le sujet du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, appelé le PLP-DMA de la ville de Paris pour la période 2024-2030. C'est un programme stratégique révisé tous les 6 ans qui s'inscrit dans le cadre des obligations imposées par les directives nationales et européennes et notamment la loi AGEC, donc la loi qui lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. L'objectif est de réduire significativement la production de déchets à Paris. Le tonnage qui nous est proposé est très ambitieux puisque c'est 100 000 tonnes par an de réduction en développant le réemploi, le recyclage et la sensibilisation des Parisiens. Donc il y a 24 fiches actions qui nous ont proposées avec des actions phares, notamment renforcer la collecte sélective avec de nouveaux points de collecte pour les biodéchets. Nous en aurons évidemment dans le 6e arrondissement, avec des collectes de proximité pour les déchets électroniques et textiles, des campagnes de sensibilisation accrues pour promouvoir le tri, le compostage domestique, la réduction des déchets à la source, le soutien à des initiatives citoyennes pour des projets locaux d'économie circulaire, par exemple des ressourceries, des ateliers de réparation, la modernisation des infrastructures, incluant des investissements dans des équipements de traitement des déchets plus performants et plus écologiques, et un suivi et une évaluation rigoureux des actions avec des indicateurs de performance. Je rappelle ici qu'il y a une différence qui est faite entre les déchets produits par les ménages et ceux des professionnels. Et l'une des mesures notables dans ce programme est à destination des professionnels, avec l'instauration d'une redevance spéciale progressive et incitative
qui vise à ajuster les tarifs selon le volume et la fréquence de la collecte en encourageant le tri des déchets. C'est l'application du principe pollueur-payeur. Je me permets quelques éléments de critique sur le plan qui nous est proposé, le programme qui nous est proposé, puisqu'effectivement, il est mis en avant qu'il y a eu des baisses de production des déchets ménagers, mais il faut mettre ça au regard du baisse du nombre d'habitants à Paris. Et tout ceci s'inscrit dans un schéma de différents plans. Donc il y a plusieurs plans qui s'articulent et les plans se multiplient et se superposent les uns aux autres. Donc ça, je vous les cite. Il y a le plan climat, le plan parisien de la commande publique responsable, le plan alimentation durable, le plan local d'urbanisme bioclimatique. Donc tout ceci va heureusement s'articuler, on ne peut que l'espérer. Voilà, et il y a un commentaire aussi sur le fait que le plan est ambitieux, mais il est difficilement atteignable par les mesures qui nous sont proposées, qui sont toujours très incitatives et très à visée de sensibilisation des personnes concernées. Mon groupe propose et a toujours plaidé au Conseil de Paris pour l'instauration d'une fiscalité incitative et nous proposons de l'expérimenter dans un quartier de Paris. C'est une mesure qui permettrait de responsabiliser les Parisiens en fonction de leur volume de production de déchets. Et tout ceci pourrait être une incitation concrète avec de bonnes pratiques qui permettraient de se généraliser et pas de rester au stade de la sensibilisation. Les initiatives citoyennes, malheureusement, demeurent insuffisamment soutenues. Il faut continuer à faire des efforts notables pour moderniser les infrastructures, l'investissement dans les équipements de traitement des déchets, avec une réelle évaluation des impacts des actions entreprises, ce qui ne me semble pas être le cas pour le moment. Donc voilà, je salue les objectifs ambitieux de ce programme et il me semble nécessaire de renforcer certaines mesures et je vous propose de voter tout de même favorablement cette délibération. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de parole, Monsieur Comet? Oui, je voudrais quand même corriger une inexactitude. Disons, vous dites que les déchets ménagers ont baissé parce que la population a baissé. Certes, mais ce qui baisse, c'est les déchets ménagers par habitant, puisqu'on est actuellement à 433 kilos en 2023, c'est-à-dire 5,6% de moins par rapport à 2022, et contre 611 kilos à l'échelle nationale, ce qui veut dire que les Parisiens ont moins de déchets que l'ensemble de la population française, et ça baisse par habitant, et pas uniquement à cause du départ des habitants. Oui, merci infiniment. Je voulais savoir, là on parle de déchets ménagers, uniquement les bacs verts ou c'est les bacs verts et les bacs jaunes? C'est tout compris? C'est tous les déchets ménagers et donc avec des mesures incitatives en faveur du tri, mais donc tous les déchets qui sont concernés par... oui. Bon, parce que si un certain nombre de personnes, mais je ne vise personne dans ce conseil, je vous rassure, commander un peu moins sur Internet, ça permettrait d'avoir moins de cartons et de faire un peu, même si les cartons sont pas très lourds, ça serait une très bonne chose. Privilégier le contact avec vos commerçants, c'est un peu la devise. Voilà. Bien, donc je vous propose François Comet, oui. Oui, c'est un peu différent, mais puisqu'on parle de déchets, je voulais signaler que le Trilib qui avait à un moment été installé rue d'Hautefeuille, au coin de la rue d'Hautefeuille et du boulevard Saint-Germain, a été supprimé pour des travaux et au jour d'aujourd'hui, il n'est pas remis alors que la rue est terminée. Donc je voudrais savoir si un jour il va être remis ou non. Qui n'a pas droit à la parole, mais qui m'a chuchoté à l'oreille, il me dit c'est bien en cours. Mais en tout cas, je vous remercie. C'est vrai que les travaux sur le carré Saint-Germain ont été très très longs. Et effectivement, donc, il avait été totalement supprimé, il n'avait pas été transplanté ailleurs. Donc, il va revenir. Et grâce à la... Donc, je vous propose d'adopter. Donc, on adopte. Je vous en remercie. Et là, on continue grâce... Alors, ma chère collègue, vous voulez reprendre prendre la parole sur votre question ou ça vous semble, elle est très claire, la question que vous nous avez posée sur le tri, le recyclage des biodéchets. Et puis on va vous répondre.
Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un point pour voir ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé. J'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé depuis le mois de juin. Voilà. Sur le site de la ville, c'est toujours indiqué que le 6e doit être équipé à partir du mois de juillet des Trilib, mais voilà, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Je vous remercie. C'est pas de ma faute, je ne bloque pas du tout. Bon, il y a eu l'effet sans doute un peu Jeux Olympiques, les services ont été pas mal mobilisés. On a poussé, et donc vous allez voir dans la réponse qui vous est communiquée, et je donne la parole à la première adjointe, ça va bouger, et j'ai demandé que ça bouge le plus rapidement possible, puisque vous avez posé la question, et dans différents conseils de quartier, on a également posé la question. Merci, Monsieur le maire. Oui, merci, chère Antoinette, de votre vœu qui donne l'occasion de faire un point d'étape sur le recyclage des biodéchets. Alors, effectivement, la communication accompagne les réalisations, et cette communication a pris du retard. Elle a pris du retard parce que la direction de la propreté et de l'eau a eu des difficultés à obtenir de nouveaux emplacements et de les faire valider. Et c'est la raison pour laquelle communication accompagnant les réalisations et les emplacements, cette communication a pris du retard, mais elle sera réalisée. Il va y avoir une communication qui va être faite à la fin de cette année 2024 et également une communication sur le sujet du tri en 2025. Voilà, donc c'est un petit peu décalé, mais ça va se dérouler comme prévu dans la mesure où les nouveaux emplacements seront validés. Alors, d'une part, il y a la possibilité de compléter le dispositif Trilib sur lequel a été ajouté un module dédié aux déchets, rue du Cherche-Midi, rue Cassette, rue d'Assas, rue Médicis et rue Racine. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est le souhait de compléter les points d'apport volontaires, en plus des marchés Raspail et Saint-Germain, dans différents points qui ont été listés pour vous: l'école élémentaire Littré, le groupe scolaire Saint-Benoît, le collège et lycée Montaigne, l'école maternelle Saint-André-des-Arts, l'école élémentaire et maternelle 40-42 rue Madame et la crèche collective rue Visconti, ce qui donne la possibilité effectivement aux parents qui accompagnent leurs enfants de pouvoir traiter les déchets de façon à ce qu'il y ait une meilleure opportunité dans ce tri sélectif. Merci. Oui, donc vous voyez, on a 12 points supplémentaires qui vont être mis en œuvre, donc c'est relativement important. J'ai posé des questions à la DPE, à la propreté, pour quelles raisons vous avez choisi des écoles, parce que ça m'a un peu interpellé, mais justement, c'est ce qu'a indiqué Chantal Lambert-Burins. On estime que les écoles sont des lieux de passage, des secteurs où peuvent venir parents, grands-parents, etc. Et ça peut donc générer et faire fonctionner des points d'apport volontaire. Les points d'apport volontaire, vous les connaissez, c'est les fameuses poubelles siglées qui jusqu'ici étaient au nombre de 2 simplement, au bout du marché Raspail, au niveau du métro Rennes, et à proximité du marché Saint-Germain, à proximité de Mulhouse. Donc là, ça va augmenter considérablement. Alors j'ai demandé à Ariel Bocan, je vais repasser la parole, de veiller avec monsieur Vincent, d'aller regarder très précisément où pouvaient être mis ces points d'apport volontaire, ces poubelles, car si vous voulez, sur la rue Auguste-Comte, le trottoir est très très vaste, donc il faut savoir, est-ce que c'est plutôt à un angle Assas, proximité d'Assas, peut-être Assas, Auguste-Comte. En revanche, par exemple, sur la rue Littré, il faut savoir, les trottoirs sont pas si vastes, il y a beaucoup d'enfants, donc il faut regarder où c'est. Et quant à la rue Saint-André-des-Arts, les trottoirs sont très étroits, donc là, on a encore regardé avec précision. Et on a volontairement retiré de la liste la rue du Jardinet. Pourquoi ? Parce que la rue du Jardinet, déjà, là, vous en aurez rue Saint-André-des-Arts, c'est proche de la rue du Jardinet, et également parce que la rue du Jardinet est un peu une rue difficile, c'est une impasse. C'est une impasse qui se termine un peu en entonnoir, donc ça nous semblait difficile d'en mettre à proximité. Et on verra, bien sûr, comment ça fonctionne. Je vous redonne la parole. Merci, Monsieur le maire. Je pense que c'est une très bonne idée, effectivement, de mobiliser au niveau des écoles. Et justement, ma question, c'était, est-ce que ces emplacements seront
bien situés un peu à l'extérieur des écoles pour qu'il y ait aussi les habitants des quartiers qui puissent en bénéficier, surtout pour le quartier Monet, par exemple, où il n'y a vraiment rien du tout. Oui. Ah bah c'est voilà, forcément en dehors pour des raisons évidentes. De sécurité aussi. De sécurité, etc. Mais là, par exemple, vous voyez, pour Saint-André-des-Arts, on va le mettre. Est-ce qu'on va le mettre, par exemple, face à l'école, de l'autre côté de l'école, peut-être à l'angle Saint-André-des-Arts Sugère, par exemple, c'est Sugère qui est là. Peut-être, vous voyez, il va falloir. Est-ce qu'on va découpler? Est-ce qu'on va mettre? Ça va pas être facile à cet endroit-là. Surtout qu'on peut avoir aussi des commerçants qui. Ouais, voilà. Mais oui, à l'extérieur, pour que ça soit bien sûr accessible aux personnes. Et bien sûr, on en fera la promotion. On fera une carte. On fera la carte. Voilà, mes chers collègues. Excusez-moi, j'avais aussi une question par rapport aux restaurateurs, parce que j'ai eu pas mal d'échos des copropriétés, tout ça, qui se plaignent que les petits restaurateurs jettent un peu leurs biodéchets, continuent un peu n'importe comment. Donc voilà, c'est pour ça que je me disais peut-être je sais que c'est pas du ressort de la mairie, mais peut-être une petite campagne de sensibilisation, un petit courrier pour leur rappeler, je sais pas. Blanc, comme on disait dans la police il y a longtemps, pour nous dire quels sont les... Ils seront visités par Monsieur Vincent qui leur indiquera comment bien faire. Voilà. Merci infiniment pour votre présence. Nous nous retrouvons, mes chers collègues, le mardi 28 janvier à 18h30. Très bonne soirée.